Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce long cours complet où on va apprendre les bases de la bourse, donc comment ça marche, comment est-ce qu'on fait de l'argent, quels sont les pièges à éviter, comment investir en bourse. Donc c'est plein de questions auxquelles on va répondre. Ça va durer pas mal de temps. Donc laissez-vous peut-être 30, 40 minutes pour bien prendre des notes. Vous visionnez, vous prenez des notes en même temps et si vous avez des questions, pouvez les poser dans les commentaires tout simplement. Alors la bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Donc, la bourse, on en entend parler un peu à tort et à travers, dans les médias notamment. Mais la bourse, c'est une place, un marché, une place financière où s'échangent des titres. Donc, par exemple, un titre, on peut dire que c'est un petit carré là. Je mets une croix à l'intérieur. Et ce titre-là, c'est la part d'une entreprise. Donc, par exemple, si on prend l'action, on prend l'entreprise Total, que je pense que vous connaissez tous. On va tous faire notre plein chez Total le samedi matin, le vendredi soir, je ne sais pas. On fait notre plein. Donc là, on a par exemple, prendre une autre couleur. Là, on a Total, l'entreprise Total. Eh bien, elle est divisée en plusieurs actions. Donc là, on a une part de l'entreprise Total, on en a une autre ici, tac, et ça, c'est un tout qui forme Total. Donc c'est ça. En gros, c'est ça. Ce sont des parts d'entreprise, des actions. Donc mécaniquement, quand tu vas acheter des actions, eh bien, tu vas devenir propriétaire d'une part de l'entreprise et c'est l'intérêt d'investir en bourse. On en parlera encore après. Donc j'efface un peu là, tout ça là, comme ça, on fait un peu le tri. Alors, là, on va parler des raisons pour lesquelles investir en bourse. Donc, j'efface ça, c'est parti. Les raisons d'investir en bourse, on ne fait pas ça juste pour se la frimer et dire qu'on est investisseur boursier. Ça n'existe pas. On fait ça dans un objectif patrimonial, donc patrimoine. Excusez-moi pour l'écriture, j'ai toujours eu une écriture pourrie. C'est pour un objectif patrimonial. Et dans cet objectif patrimonial, on a effectivement augmenté la valeur de son capital financier, ou aussi percevoir des revenus. Donc par exemple, avec des actions, eh bien, la valeur de mes actions peut augmenter si je les choisis bien et que je ne fais pas n'importe quoi. Par exemple, si je décide d'augmenter mon capital en bourse de 10 000 à 100 000 euros, c'est tout à fait possible en l'espace de 10 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis quasiment à 50% de plus-value depuis 3 ans. Donc, c'est un super vecteur d'investissement si on investit à long terme. Et on a aussi la partie du coup revenus qui là va être intéressante dans les actions que vous allez acheter pour les revenus. On aura moins cette augmentation en capital, mais on aura toujours ces revenus qui sont vraiment intéressants. Donc par exemple, ces revenus-là prennent la forme de dividendes. Donc la dividende, ce sont la part du bénéfice de l'entreprise qui est reversée. On le verra encore après. Et ça te permet de générer des revenus. Alors, je fais un petit encart ici. Une autre raison encore d'investir en bourse, eh bien, c'est de faire travailler son argent. Donc, travailler argent, voilà. Travailler, je mets A plus, là je mets augmentation, augmentation, travailler son argent. Parce que qu'est-ce qui se passe pour la plupart des personnes, pour 95% des personnes? Eh bien, on nous a dit, tiens, va faire des études, essaye de trouver des stages. Une fois que tu as trouvé un stage CDI, tu achètes ta maison, tu achètes ta voiture, tu achètes le chien. Je n'allais pas dire tu achètes ta femme, mais parce que voilà. Mais tu m'as compris. Tu fais exactement tout ça, le petit jardin qui va avec, le petit toboggan pour tes enfants. Et à la fin du mois, il ne te reste plus rien. Donc l'objectif, quand on investit en bourse, c'est déjà de prendre conscience que ce schéma est un peu obsolète, qui ne permet pas de s'épanouir sur le plan financier, qui ne permet pas de franchir des caps. Et la bourse te permet vraiment de faire travailler ton argent 24 heures sur 24. Après, voilà, je préfère être honnête avec vous, il y a très peu de personnes, bon, même parmi celles et ceux qui m'écoutent, c'est déjà très bien d'écouter, mais d'expérience, tout le monde n'arrivera pas à faire travailler son argent correctement. Parce que voilà, il y a des gens qui vont arrêter, il y a des gens qui vont trouver que c'est compliqué et ça peut l'être, d'où la nécessité peut-être d'avoir un accompagnement, ça c'est très important. Et ça demande une certaine régularité sur les versements à long terme. Ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, objectif de la bourse,
travailler son argent, patrimonial, augmentation de capital et des revenus. On passe maintenant à la troisième partie de ce cours Investir en bourse. Quelles sont les qualités finalement pour investir en bourse? Quelles sont les qualités que je dois avoir? Est-ce que je dois avoir 142 QI, voire 160, 220, je ne sais pas, ou est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Alors, je te dis déjà que oui, c'est accessible à tous, peu importe ton QI, peu importe ton métier, peu importe tout le monde peut investir en bourse. Donc si tu stressais déjà à l'idée de ne pas être à la hauteur d'expérience, tout le monde peut investir en bourse. Donc je mets tout le monde, everybody peut investir en bourse. Après, qu'est-ce qu'il faut comme autre qualité? Il faut avoir une vision à très long terme. Donc quand je te dis très long terme, c'est pas 2 ans, c'est pas 5 ans. En 5 ans, tu fais pas grand-chose. En 5 ans, tu boursicotes quoi. Il faut investir sur 20 ans si tu veux vraiment avoir des résultats financiers, du moins des résultats en bourse colossaux. Donc 20 ans. Moi, je le souligne bien parce que souvent des gens dans les commentaires qui me disent « Oui, mais tes objectifs à 20 ans, c'est pas tenable, machin ». Je veux dire, quand tu achètes dans un appartement, quand tu achètes un appartement dans l'immobilier, tu t'endettes sur 25 ans et peut-être que tu es à l'équilibre pendant 25 ans, mais tu amortis du capital et au bout de 25 ans, eh bien, tu commences vraiment à avoir des résultats financiers. Et je fais juste une petite aparté sur cette horizon de 20 ans. Mais 20 ans, c'est le temps qu'a pris Warren Buffett pour atteindre son premier milliard. Son premier milliard, si je ne me trompe pas, il l'a atteint à 52 ans et il a commencé à investir à 30 ans. Donc, quelle est la leçon qu'on peut en tirer de cet objectif-là? Il faut investir le plus jeune possible. Voilà, le plus jeune possible. Même si on a des petites sommes à investir, ça peut être par exemple 200 € par mois. 100 c'est pas assez, moi je vous le dis, 100 c'est pas assez. 200 € par mois, voilà. L'idéal c'est de commencer à 18 ans tout de suite. Voilà. Comme ça c'est dit, même si tu n'as pas encore de taf, mais l'idéal c'est de commencer à 18 ans. Et là si tu commences à 18 ans, c'est incroyable, c'est ce que tu peux faire. Tu n'imagines même pas le champ des possibles que tu as. Après, voilà, je sais que sur cette chaîne, on est majoritairement entre 25 et 34 ans. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. C'est juste que voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Les personnes qui commencent plus jeunes ont des meilleurs résultats, même en versant moins. Après, est-ce que c'est raté? Est-ce que c'est impossible à 25-34 ans? Non, mais il va falloir faire plus d'efforts au niveau des versements. Donc, c'est pas 200 que vous allez devoir mettre, c'est peut-être 300, 400 € par mois. Donc, vous voyez déjà que par rapport à tout ce qu'on peut dire sur Internet, comme quoi on peut investir 50 € par mois, comme quoi tout le monde peut devenir millionnaire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est accessible à tout le monde. Et moi, je pense même que si on gagne le SMIC et qu'on se débrouille pour avoir un revenu complémentaire sans trop non plus tirer sur la corde, on peut arriver à verser 200, 300, 400 € et en commençant à 25, 30 ans, à 45, 50 ans, on peut rapidement avoir des résultats financiers assez intéressants. Maintenant, parlons des produits en bourse. Alors la bourse, c'est un océan. La bourse, c'est un gros truc comme ça, c'est un océan. Et à l'intérieur de ça, eh bien, tu as plein de choses, tu as plein de produits boursiers. On a par exemple, on a les actions, c'est ce qui nous intéresse, on va le mettre en premier. On a les actions. Voilà, les actions, donc les parts d'entreprise qui s'apprécient, dont la valeur s'apprécie et qui versent des revenus. On a aussi des obligations d'État qu'on peut acheter via la bourse. Donc ça, c'est pas intéressant, c'est une dette d'État, donc ça rémunère que dalle. Avec la fiscalité, tu sais ce que tu te fais massacrer. Donc obligations d'État, d'entreprise, ce sont des dettes et tu es propriétaire de la dette de l'État ou de l'entreprise et ça te permet d'avoir des coupons. En bourse également, qu'est-ce que tu as? On a des produits dérivés. Donc des produits dérivés, c'est assez complexe. J'avoue que j'ai lu un livre là-dessus, mais ça m'a pas forcément plu parce que je trouve ça trop compliqué et c'est plus pour un horizon de trading. Sachant que trading et investissement, c'est pas la même chose. On le verra ça encore après. Donc on a les actions, les obligations, les produits dérivés. Et parmi tout ça, eh bien, on a différentes manières de les acheter. Ces actions, obligations, ces produits dérivés. Donc, soit tu vas les acheter seuls, voilà, seuls.
Donc un particulier qui ouvre un compte et qui achète des actions seul ou des obligations seules, des produits dérivés seuls, ou soit tu vas faire appel à des pros de la finance. Donc les pros de la finance, pour ceux qui ont un peu de sous-sous en banque, si vous avez par exemple 50 000 € en banque, eh bien je suis sûr que votre conseiller vous a déjà appelé en me disant oui monsieur Philippe, vous avez 50 000 €, on peut faire un truc super en banque, venez, on prend rendez-vous. Et là, il prend rendez-vous et vous offre le café, vous êtes un peu flatté parce que vous êtes à la banque. Et ils vont vous proposer ce qu'on appelle des fonds d'investissement, qui vont en fait gérer votre argent à votre place. Donc le fonds d'investissement, j'efface. Le fonds d'investissement, c'est de la merde. Voilà, pour vous dire, c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai pas travaillé dans cette industrie parce que je trouve que c'est une industrie d'escrocs. Hein, je te le dis, mais c'est une industrie d'escrocs. Un fonds d'investissement, eh bien, imaginons que Philippe, il est là. Philippe, il est là et il sait pas quoi faire de son argent. Il sait pas comment gérer son argent. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait un euro. Tiens, j'efface ça, hop. Il est là, il sait pas comment faire pour gérer sa thune. Donc, il va demander à un fonds d'investissement. Ok, ce FO. Et ce fonds d'investissement, à sa place pour Philippe, eh bien, il va acheter des actions, il va acheter des obligations en fonction de ses objectifs. Actions, obliges, il va aussi acheter de l'immobilier, IMO, machin. Et là, du coup, tu vas me dire, on va tous faire du fonds d'investissement. Je prends le stylo noir, j'ai plus de rouge. Mais sauf que l'inconvénient majeur, ce sont les frais. Donc, on va pas leur en vouloir, il faut bien se rémunérer dans la vie, il faut bien gagner un peu de sous-sous. Mais là, vraiment, il y a de l'abus à ce niveau-là chez quelques gestionnaires de fonds. Donc, les frais, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce que tu vas payer pour que le mec fasse le boulot à ta place. Donc, les frais, sur 1 000 € investis, par exemple, ils vont déjà te prendre 5% à l'entrée pour dire tu as le droit de rentrer dans le fonds, on te donne 5%, on te facture 5%. Tous les ans, ensuite, tu auras d'autres frais, des frais de gestion et ça va s'accumuler. Tu peux vite te retrouver à payer 30 à 40% de tes plus-values sur 10-15 ans. Donc, c'est juste énorme. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de le faire. Donc, tout ça là, ça on oublie, c'est de le faire solo. C'est d'être son propre conseiller financier. Être son propre conseiller financier, ça c'est très 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 important. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tout. À partir du moment où tu dépends de quelqu'un pour te faire quelque chose, c'est très compliqué. Par exemple, si tu ne sais pas cuisiner, tu vas au restaurant, tu payes un truc qui n'est pas forcément bon, tu le payes 20 € alors que si tu assembles toi-même, tu le payes 3, 4. C'est exactement la même chose pour la bourse. Il faut vraiment être son propre artisan de la finance, savoir ce qu'on fait pour réduire au maximum les frais. Donc, les frais, on va en parler. Donc, en parlant des frais, les frais de courtage, comment est-ce que ça s'applique, comment les frais, eh bien, il faut savoir que pour acheter des actions, eh bien, on le fait via ce qu'on appelle un courtier ou un broker. Si tu veux faire un peu businessman, tu dis broker. C'est un courtier. Donc, le courtier, il fait la passerelle entre la bourse et les différents émetteurs d'actions. Donc, si par exemple, toi, tu es à la tête de la société Total et que tu veux émettre des actions pour investir dans différents projets, parce que finalement, la bourse, ça te permet d'avoir des fonds de la part des investisseurs, eh bien, tu les mets sur le marché secondaire. Ça, j'en ai pas parlé, mais tu n'as pas besoin de le savoir. Marché secondaire. Et la passerelle entre ce marché-là et l'entreprise, c'est le courtier qui va te permettre d'investir en bourse et d'acheter par exemple ces actions Total. Donc, quels sont les frais? Si tu es tout seul, c'est super intéressant. Si tu es solo, eh bien, on a des courtiers en ligne qui sont vraiment pas mal, dont Boursorama. Boursorama que j'aime bien. Je ferai d'ailleurs une vidéo tuto dessus. Peut-être avec un lien de parrainage, je ne sais pas trop. Mais quand tu es solo, tu vas payer à l'ordre de bourse. Donc, un ordre de bourse, c'est une opération que tu fais. Imaginons que tu achètes 1 000 € d'actions Total. Eh bien, ça s'appelle un ordre d'achat. Donc un ordre d'achat. Ouais, j'écris très mal, je sais. Un ordre d'achat de 1 000 € sur l'action Total. Quels sont les frais dessus? Ça dépend des courtiers, mais on est plus aux alentours de 0,99 centimes. Voilà, à 1,99, ça dépend. Et c'est les seuls frais. Ce sont les seuls frais que vous allez payer. Les frais que vous allez payer, c'est quand vous allez acheter et quand vous allez vendre. En gros, quand vous passez un ordre de bourse. Et c'est ça l'avantage d'être solo et de ne pas dépendre de qui que ce soit.
Parce qu'aussi, il faut savoir que, hormis les frais, c'est vous qui choisissez vos actions. Si vous êtes solo, eh bien je dis j'achète l'action A, j'achète l'action B, j'achète l'action C. Un mois, j'ai envie d'investir plus sur l'action A, après j'ai investi plus sur l'action C. Après la B, elle me fait chier un peu, je la vends et je mets sur l'action C. Ça, c'est super flexible à ce niveau-là et ça nous permet vraiment d'avoir des résultats corrects sur le long terme. Voilà, et de personnaliser bien sa stratégie. Maintenant, on va voir ensemble la différence entre trading et investissement. Parce que je pense que là, il y a pas mal d'informations et on se dit, mais moi, j'ai entendu parler de trading, j'ai entendu parler d'options binaires, j'ai entendu parler de CFD. C'est quoi la différence? Donc, en gros, en bourse, on a deux domaines. C'est comme dans l'immobilier, vous allez comprendre, c'est assez simple. On a le domaine de l'achat-revente. Donc, des gens qui achètent et qui revendent très vite en une journée pour faire une plus-value. Et on a le domaine de l'investissement. Invest. Investissement. Donc, on va raisonner en horizon de temps. Achat-revente, c'est t'achètes, tu revends au bout d'une heure. Voilà, tu fais des grosses opérations très très rapides et maximum jusqu'à une semaine, tu conserves tes titres. Donc, tu essayes vraiment de profiter de l'écart des prix. Par exemple, tu as une action qui vaut 10, tu espères qu'elle en vale 20 et tu attends qu'elle en vale 20 et tu essayes de la vendre à ce niveau-là, à ce prix-là, pardon, pour faire une plus-value. Donc ça, c'est intéressant pour jouer un peu et si tu es vraiment bon à ça, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon cas et ça me stresse de faire ça et j'ai pas besoin de me stresser avec ça. J'ai déjà un boulot qui est prenant, j'ai plusieurs activités, j'ai pas le temps de faire ça. L'avantage, je dirais, par contre, de cette méthode, c'est que ça permet de générer beaucoup de sous-sous, mais c'est difficile. Donc c'est difficile parce que tu es en concurrence avec les meilleurs traders de la planète. Tu es en concurrence avec des robots, tu es en concurrence avec d'autres investisseurs particuliers qui sont peut-être très bons. C'est compliqué. Mais après, je ne dis pas que c'est impossible. Attention, j'ai déjà essayé. Je suis rentable en trading, mais psychologiquement, ça me perturbe. J'aime pas trop. Maintenant, tu me diras, l'investissement, c'est quoi la différence? L'investissement, et ça c'est ma vision, c'est quelque chose qui marche, que mes étudiants en font aussi, tout marche très très bien. L'investissement, tu vas conserver tes titres sur 20 ans, comme j'ai dit avant, sur 20 ans ou plus, dans un objectif de toucher des revenus et dans un objectif également d'apprécier la valeur de ton capital. Voilà, le capital. Après, quel est le revers de la médaille? C'est que tu gagnes un tout petit peu moins d'argent. Voilà, tu gagnes moins d'argent entre guillemets. Au lieu de faire, je sais pas moi, 500% sur une année, tu vas peut-être faire, tu vas faire 15% sur ton capital. Mais d'un autre côté, c'est facile parce que tu as juste à choisir tes actions. Tu choisis tes actions, en regardant un certain nombre de ratios et tu peux investir et tu gardes sur 15-20 ans. C'est facile et ça demande pas de temps. Ça te prend peut-être 1 heure par an, quoi. 1 heure par an, peut-être 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que tu vas regarder les états financiers des différentes entreprises. Donc voilà la différence entre l'achat-revente, qu'on appelle également le trading. C'est le trading. Et ça, c'est l'investissement à long terme, où on est sur des horizons de 20 ans, c'est plus facile au niveau du temps, mais il faut tenir la cadence sur 20 ans et c'est ça qui peut être un peu compliqué. Maintenant, encore une autre partie on va se concentrer sur la fiscalité. La fiscalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont les impôts, c'est le fisc. C'est l'État qui te prélève des impôts pour financer différents projets plus ou moins intéressants. On ne va pas aller dans le détail. Donc ça finance le chômage, les RSA, toutes les aides sociales auxquelles on peut avoir, les routes, d'autres trucs encore, des missions spatiales, plein de trucs. Donc fiscalité, ce sont les impôts. Il faut savoir qu'en bourse, il existe, on va dire, je vais en prendre que deux enveloppes fiscales pour investir. Donc on a le compte titre, le CTO, compte titre ordinaire ici, et on a le PEA. Donc je fais une petite barre au milieu pour qu'on voit la différence. Donc en termes de fiscalité, ça c'est moins avantageux. Vous allez payer 30% sur vos dividendes, 30% sur vos plus-values au titre de la flat tax. Donc flat tax, je mets FT, 30% sur tout ce que vous gagnez. Après, l'avantage du CTO, c'est qu'on n'a pas de plafond de versement. Tu peux mettre autant que tu veux. Si tu veux mettre 10 millions d'euros, tu peux mettre 10 millions d'euros sur le CTO sans problème. Donc il n'y a pas de plafond.
Ce qu'on peut faire également avec le CTO, on peut investir sur des actions US, actions US, canadiennes, je vais mettre canadiennes, anglaises. Et on va pas se mentir, mais en termes de performance, là ça envoie du lourd. En France, on est bon, mais on n'est pas non plus très bon. Donc ça permet d'aller sur des instruments qui sont peut-être plus performants. Il faut faire attention au taux de change, faire attention aux frais, effectivement. Mais le compte titre, ça c'est principal avantage. Qu'est-ce qu'on a encore comme avantage? On peut le retirer à tout moment. Retrait facile, c'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin d'attendre une certaine durée pour retirer tes dividendes. Par exemple, retrait est facile. Si tu as 100 € de dividendes qui tombent un jour, tu peux les retirer. Ils sont imposés directement selon les plateformes. Et après, tu peux en profiter. Tu peux aller inviter ta copine au restaurant. Tu peux inviter d'autres copines au restaurant. Tu peux inviter tes potes au restaurant. Tu peux faire plein de choses. Ou tu peux les réinvestir tout simplement. Mais c'est plutôt sympathique. Le seul inconvénient que je vois, moi, c'est 30%. C'est qu'à chaque fois que tu prends un truc, que tu prends un dividende, une plus-value, tu es imposé à hauteur de 30%. Alors, maintenant, pour le PEA, eh bien, fiscalité super avantageuse. Fiscalité avantageuse au bout de 5 ans maintenant. 5 ans, donc il faut détenir tes titres 5 ans dans le PEA, avoir une durée de détention de 5 ans et tu payes que 17,2% d'impôts de cotisation sociale. Mais attention, les cotisations sociales, c'est que quand tu vas retirer. En fait, ça veut dire que si tu laisses cet argent dans le PEA, laisse travailler, faire des petits, machins, qui font encore des petits qui font des petits, eh bien, tu ne payes jamais d'impôt. Tu payes d'impôt uniquement sur le retrait. Donc, ça permet de capitaliser beaucoup plus rapidement. Et moi, c'est l'avantage que je vois dans le PEA. Après, les actions, effectivement, sont un peu moins bonnes. En parlant de ça, il y a des plafonds de versement dans le PEA, ça, il faut le savoir. Après, c'est des plafonds qui sont… je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en France qui les atteignent parce que c'est chaud de les atteindre. Mais c'est un objectif. On a un plafond de versement de 150 000 sur le PEA, 150K, plus 75 000, ce qu'on appelle un PEA PME. C'est la même chose qu'un PEA, sauf que c'est uniquement réservé aux petites entreprises. Donc, tu as en tout 225 000 € de versement possible sur le PEA. Sachant que, si je suis honnête avec vous, si je me permets d'être honnête avec vous, si vous arrivez à remplir ça à 225 000, vous êtes millionnaire au bout de 40 ans. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà vu des PE à 500 000, à 600 000, à 800 000. Avec la force des intérêts composés et le fait aussi qu'on n'ait pas à payer d'impôts à chaque fois, ça permet de capitaliser beaucoup plus rapidement et on peut être millionnaire assez rapidement. Maintenant, je vais juste enlever ça, les petites écritures rouges. Hop, dégage. Voilà. Donc, un des autres inconvénients que je vois, donc il y a le plafond, effectivement, il y a un plafond, c'est la possibilité de retirer. Parce que comme je l'ai dit, on a une fiscalité qui est dégressive au bout de 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu bloques ton argent. Donc c'est pour ça que le PEA, on aura plus un horizon très long terme. Le PEA, je considère que c'est sur 20 ans, 25 ans, voire plus. Le compte titre, on peut se fixer des objectifs assez moyen terme. Donc c'est ça l'avantage aussi. 10 ans. 10 ans pour commencer à retirer un peu ses bénéfices. Sachant que si tu commences à 18 ans, que tu fais du compte titre du PEA à 28 ans, déjà tu peux commencer à profiter des fruits de ton travail. C'est super intéressant. Encore autre inconvénient du PEA, donc là je ne sais pas si c'est lisible, on a les 5 ans, on a le plafonnement ici et on a les retraits. Je vais aller là, pardon. Ouais, ça c'est dans ma tête, c'est un peu brouillon des fois, mais ça fait le taf, vous en faites pas. L'autre inconvénient, c'est les actions. Les actions françaises, si vous prenez l'indice CAC 40, eh bien, on le compare à l'indice américain du S&P 500, il n'y a pas photo. Le S&P 500, il fait environ 12 à 13%, 14% de performance par an. Sur le CAC 40, on est à 7. Donc voilà, derrière, la performance, elle est un peu moins élevée, mais derrière, on a d'autres avantages fiscaux et c'est pour ça qu'on a ces avantages fiscaux, c'est pour stimuler l'économie française. Donc voilà, la fiscalité, donc retenez ça, on ne va pas aller dans le détail, ça c'est une vue d'ensemble. On a le CTO, le PEA, le CTO 30% de fiscalité tout de suite, donc c'est un peu problématique. On n'a pas de plafonnement, on peut investir sur différents types d'actions, donc plus performantes, ça peut être un choix. Le PEA qui est beaucoup plus orienté long terme avec des avantages fiscaux sur 5 ans.
Sur 5 ans, on a ces avantages fiscaux. On n'est pas imposé lors des versements de dividendes ou si on fait des achats et reventes à l'intérieur du PEA. C'est que quand on sort l'argent du PEA. Et ensuite, on a le plafonnement, voilà, le plafonnement qui est à 225 000. Est-ce que c'est un inconvénient? Moi, je ne pense pas. Parce que 225 000, très peu de gens qui en ont, à part les vrais riches, 225 000. Mais voilà, le plafonnement et les retraits qui sont difficiles aussi parce que voilà, il faut attendre 5 ans. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un inconvénient. Alors maintenant, un autre aspect de l'investissement en bourse qui est assez intéressant, je trouve, c'est le matos. Quel matériel faut-il pour investir en bourse? Alors le matériel, sachez que c'est une question qui n'est pas forcément compliquée, hein. C'est même très simple. Alors, il te faut un PC, un computer, ça peut être un fixe ou ça peut être comment dire, un portable. Il te faut aussi une connexion Internet, donc il te faut Internet forcément. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Un compte bancaire pour que tu puisses lier la plateforme de ton courtier avec ton compte bancaire via l'IBAN, comme ça te permet de programmer des versements automatiques. Donc là, je pense que pour la majorité d'entre vous, tout ça c'est bon. Et il faut aussi être résident français. Alors ça c'est super important parce que ça va permettre après d'ailleurs pour la fiscalité, le prochain module, ça va permettre de faire plus ou moins des choses intéressantes. Donc il faut être français, effectivement, donc même si ça ne fait pas partie du matériel. Et je rajouterai encore une chose, c'est un truc que je vais faire bientôt pour protéger les investissements parce que avec tout ce qu'on voit sur Internet, les piratages, les ransomware et toutes ces conneries, investir dans un VPN, moi ça me paraît pas déconnant. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez fait pour vos investissements. Mais quand on commence à gérer, quand on commence à mettre de l'argent sur une plateforme en ligne, je pense que c'est quand même mieux d'assurer ses arrières. Donc moi je rajouterais même, donc, en plus du PC, Internet, du compte bancaire, d'être français, un VPN pour vraiment assurer sa sécurité. Après lequel, j'ai pas encore de VPN. Voilà. Quand j'en achèterai un, je vous préviendrai via la newsletter. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, le lien se trouve dans la description. Mais un VPN pour protéger sa connexion, son identité et pas se faire hacker, pas avoir de ransomware. Après, voilà, ça peut arriver à tout le monde, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être rigoureux à ce sujet-là, sur la sécurité. Après, qu'est-ce qu'il faut encore comme matériel si on va aller plus loin pour faire vraiment de la gestion de portefeuille? Il nous faut ce qu'on appelle des logiciels. Il nous faut des screeners, il nous faut des logiciels. Donc, je le mets là, logiciel. Un logiciel qui te permet de tracer tes plus-values, de vérifier ta diversification, de vérifier tes dividendes. Il nous faut quelques logiciels. Donc, si ça vous intéresse, il y a un logiciel qui s'appelle Rendement Bourse, que j'utilise personnellement pour suivre mes investissements. Donc Rendement Bourse, vous tapez ça sur Google ou bien je pense que je vais vous mettre le lien dans la description. Et vous allez dessus et vous pouvez prendre soit la formule premium où là il y a toutes les fonctionnalités, c'est la folie, moi je l'ai, ou bien la formule gratuite qui vous permet de faire le strict minimum, mais c'est déjà très bien. Pour la formule premium, j'ai aussi un code de réduction. Je ne sais pas si je vais le mettre, je vais voir parce que je partage que avec mes étudiants, mais je vais voir si je le mets. Donc voilà, on a tout ça. On a tout ça, on a tout ce matos, PC, Internet, compte bancaire, être français, VPN, logiciel. Donc ça fait pas mal de matos, effectivement, on est sur un coup avec Internet et tout, bon, sachant que tu utilises Internet pour faire d'autres trucs. Et le VPN, pareil, tu peux aussi l'utiliser pour faire autre chose. Pour aller regarder ta série préférée, si elle est sortie en avant-première, tu peux utiliser le VPN pour regarder ta série. Mais il y a des coûts, effectivement, mais on n'est pas à plus de 30 € par mois. Peut-être 25 €, je dirais. Ouais, 25 € si tu as le bon VPN, Internet, machin, le compte bancaire, on est sur 25 €. Donc là, on a vu les différents types de stratégies qu'on pouvait mettre en place. Sachez que sur cette chaîne, je promouvois l'investissement à long terme. D'ailleurs, je vous partage mes résultats, je partage des astuces pour économiser plus de sous-sous, pour en gagner plus. Du coup, là, il y a un point que j'aimerais aborder aussi, c'est quelle est la différence entre l'immobilier et la bourse. L'immobilier et la bourse, parce que beaucoup de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que je choisis entre l'immobilier et la bourse? Et je vais vous faire part de mon retour d'expérience. Donc, dans l'immobilier, je connais, j'ai pas encore d'appartement, mais dans ma famille, on le fait. Donc, ça fait longtemps que je suis dedans, entre guillemets. Là, je vais le faire pour moi dans les prochains mois. Donc, immobilier, bourse, qu'est-ce que c'est que la différence? Alors,
Les avantages de l'immobilier, c'est qu'on va pouvoir investir à crédit, donc se constituer un patrimoine quasiment gratos. Après, attention, parce que dans les villes chères, il faut un gros apport, parce que voilà, quand il y a beaucoup de demandes, eh bien ça pousse les prix vers le haut et il faut vraiment envoyer de l'apport pour être rentable. Donc, on peut investir à crédit dans l'immobilier, donc tu as un financement qui est quasiment gratuit. Tu amortis du capital, c'est-à-dire que si tu as amortir capital, si par exemple tu achètes un logement à 100 000 euros et que tous les mois tu arrives à avoir 500 euros de loyer et que tu payes 300 euros de mensualité, eh bien tu amortis 300 euros de capital, voilà, 300 euros de capital, donc 300 euros de logement et le reste est pour toi, c'est 200 euros de cash flow. Bon, dans la pratique, c'est un peu moins, mais c'est 200 euros de cash flow, c'est 200 euros qui sont dans ta poche et que tu peux investir autre part. Donc ça, c'est super intéressant, l'immobilier. Et moi, je rajouterais même dans l'immobilier, ce qu'on n'a pas avec la bourse, c'est l'aspect humain. Et moi, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien négocier, faire les visites. Donc l'aspect vraiment humain qui est intéressant, l'aspect intellectuel aussi qu'on retrouve aussi en bourse. Mais là, tu es vraiment au contact des gens, tu es au contact des locataires, tu es au contact de ton banquier, tu es au contact de ton notaire. Il y a pas mal de choses à faire et c'est pour ça qu'il ne faut pas être handicapé social pour investir dans l'immobilier. Il faut avoir un minimum de, comment dire, il faut avoir une certaine aisance relationnelle avec les gens en général et c'est comme ça que tu arrives à te faire ton réseau pour avoir les opportunités après. Bourse, maintenant, la bourse, il faut savoir que c'est beaucoup plus simple que l'immobilier. Après, c'est pas la même simplicité. C'est simple parce que c'est facile d'acheter des actions. Tu te connectes sur ta plateforme, sur Boursorama par exemple, Bourse Direct, et tu achètes tes actions. Pas de problème. Voilà, on achète, ça prend 5 secondes. Après, ce qui est compliqué, il faut avoir des… Et là, je vous dis tout de suite, il faut avoir de grosses connaissances en comptabilité. Voilà, comptabilité pour faire une stratégie correcte, bien design à vos objectifs. Il faut avoir des connaissances en comptabilité. Donc la comptabilité, qu'est-ce que c'est? Pour une entreprise, on va retracer les flux financiers, on va analyser le patrimoine de l'entreprise et ça nous permet de voir si une entreprise est rentable ou si elle ne l'est pas, voir aussi si elle est endettée, voir quelles sont les perspectives, est-ce qu'elle a augmenté aussi son chiffre d'affaires. Ça, c'est plein de choses à regarder et il faut des notions en comptabilité. Donc dans la comptabilité, je referai un cours à ce sujet-là, mais ça effraie beaucoup de personnes et c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent se tourner de l'immobilier parce qu'ils pensent que c'est plus simple, alors que la bourse, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on comprend cette notion de comptabilité. Mais il faut mettre le pied à l'étrier encore une fois. Moi, ce que je vois encore au niveau de la bourse, l'avantage, c'est que ça nous permet de bien diversifier. Donc, diversifier, c'est super intéressant la diversification. On l'a dit, c'est super facile d'investir 1000 euros en bourse. Donc, si tu as 10 000, tu peux très bien acheter 10 entreprises. Tu peux acheter 10 entreprises avec 10 000 euros. Alors qu'avec l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué avec l'immobilier. L'immobilier, eh bien, tu achètes un bien à 100 000 et après, voilà, il faut refaire un apport, machin. C'est un peu plus compliqué, c'est plus lent, mais on a un plus gros enrichissement. C'est lent, c'est lent. Ici, du coup, moins de diversification, alors qu'ici, tu peux vraiment bien diversifier ton portefeuille. Donc en fait, l'idée, c'est pas de dire, comme on voit souvent sur YouTube, malheureusement, de dire que ça là c'est le must ou ça c'est le mieux. Moi, vous pouvez voir qu'en fait, chaque pilier d'investissement a ses propres caractéristiques. Et l'objectif, c'est de combiner les deux. Moi, je suis pour combiner les deux. Combiner ça avec un business physique aussi, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'investissement miracle. Tout est difficile. Je vous dis, tout est difficile. L'immobilier, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de l'apport, il faut avoir un bon dossier bancaire, il faut pas être un handicapé social. La bourse, tu peux être un handicapé social, pas de problème. Mais derrière, il faut avoir ses compétences en comptabilité et gérer ses émotions sur 10, 15, 20 ans. C'est ça que c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on est sur les 35-40 minutes de cours. Je continue pas plus parce qu'il y a pas mal d'informations. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Et si vous voulez commencer à investir en bourse, il y a une formation sur 3 jours. 3 jours, donc chaque jour, vous recevez un module de la formation sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description.
Et en plus, tous les mercredis, vendredis, ça dépend comment dire, des idées, ça dépend des astuces que j'ai à vous proposer. Je vous envoie un mail avec différentes astuces business ou sur la vie en règle générale, donc des astuces plutôt sympas pour progresser dans ses finances personnelles. Les liens se trouvent dans la description, du coup le lien se trouve dans la description. Et sur ce, n'oublie pas le petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.